Mesdames, Messieurs et Mesdemoiselles, nous allons commencer la cérémonie de dédicace du livre de notre ami Ibrahima Samba Bokoum, intitulé Crise de l'arachide du Sénégal, au Sénégal, itinéraire d'un témoin indépendant. Pour commencer la cérémonie, je demanderai à monsieur le docteur Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan, de venir prendre la parole. Monsieur Diallo. Merci, professeur. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, il y a beaucoup que je ne connais pas dans la salle. Monsieur Amadou Moustapha Digo, le président d'honneur de l'UNIS. Monsieur Amadi Oumar Bokoum. Monsieur Ibrahima Sen. Mon ami, je ne sais pas si je vais dire ancien ou honorable, Tcherno Bokoum. Chers oncles, chères tantes, chers cousins, tonton Ibrahima Samba Bokoum, auteur du livre qui nous réunit aujourd'hui. À tous et à toutes, je voudrais au nom de l'Harmattan Sénégal vous souhaiter la bienvenue dans cet espace d'échange à l'occasion de la cérémonie de lancement et de dédicace du livre de M. Ibrahima Samba Bokoum intitulé Crise de l'arachide au Sénégal, itinéraire d'un témoin indépendant. Que dire après ces mots de bienvenue? Juste des mots de remerciement, encore une fois, à votre endroit, à chacun et à chacune de vous, d'avoir pris de votre temps un samedi matin, après une semaine éprouvante. Il fait froid. On aurait bien aimé garder le lit encore un peu, en attendant le bon tiep du midi. Monsieur Sen, ne m'en veuillez pas. On est samedi, on est au Sénégal. Mais merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de M. Bokoum, pour échanger autour d'un livre qui aborde une thématique, je ne dirais même pas du tout actuelle, mais qui fait l'actualité. On est en pleine période de campagne arachidière au Sénégal. L'arachide étant au Sénégal, je ne sais pas, le diamant pour le Botswana, c'est dire que l'idée de M. Bokoum de réfléchir sur cette filière qui est le nœud gordien de l'économie de notre pays depuis la période coloniale est plus que bienvenue. Maintenant, lui en tant qu'auteur, il a donné son point de vue à travers l'itinéraire qui a été le sien dans cette filière. Son travail a été de poser un débat. Et je pense que suite au débat suscité à chaque campagne de chaque année, je pense qu'il a été un visionnaire en ce sens. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, où les crises dans tous les secteurs sont répétitives. Et nous nous contentons de les constater, d'en parler et d'attendre l'année prochaine. Et les mêmes problèmes que nous avions vécus l'année dernière reprennent cette année. Et je pense que le livre de M. Bokoum a eu un mérite, c'est d'identifier les problèmes, de parler et d'expliquer qu'est-ce qui doit être fait, en tout cas qu'est-ce qui, selon son point de vue, constitue un certain nombre de problèmes. Je ne pense pas qu'il ait une baguette magique pour donner la solution miracle. Mais son travail a été en tant qu'acteur qui a cheminé à l'intérieur de cette filière, au niveau de différents échelons, de poser le débat. Maintenant, charge aux différents acteurs de ce secteur, charge au ministère en charge, en tout cas au nom de l'État,
de gérer ce secteur, mais aussi à tous les acteurs de l'économie de notre pays de prendre le livre, d'en discuter. Il a donné son avis. Je ne pense pas que son avis soit celui qui doit être dicté à tout le monde, mais au moins, il a donné son point de vue, les problèmes sont posés. Il ne faut pas que nous fassions comme on a toujours fait au Sénégal. Aujourd'hui, nous parlons du livre de M. Bokoum. Il y a quelque temps, on a sorti un livre du professeur Abdoul Khan sur les questions de santé. Et pourtant, tout le monde sait les difficultés que la santé de notre pays connaît. Mais ce n'est pas pour autant que les gens prennent toujours la mesure de ce qui doit être fait. Et le rôle, si vous voulez, quelque part de l'Harmattan Sénégal, c'est de travailler avec des gens qui observent ce qui se passe autour de nous, ce qui concerne et qui touche directement le vécu de nous autres Sénégalais, de nous autres Africains, pour poser le débat. Et en cela, je voudrais remercier Tonton Ibrahima pour la confiance déjà accordée à l'Harmattan Sénégal de pouvoir éditer ce texte. Un texte que nous avons eu beaucoup de plaisir à éditer, d'autant plus que, même si lui, je ne le connaissais pas avant qu'il ne nous approche pour l'édition de ce livre, j'étais en fait un membre de la famille, à travers mon ami Tierno qui est là, avec qui on a partagé beaucoup de choses. Je l'ai vu tout de suite avec sa charmante épouse Kumba, avec qui nous avons ces liens. Et quand tonton Ibrahima m'a déposé le livre, Tierno m'a appelé, il me dit, mais écoute Abdoulaye, il y a un de nos oncles qui a un manuscrit chez toi, regarde ce qui peut être fait pour que le livre soit disponible. Tierno, j'ai fait mon devoir. Voilà, tu as le livre entre les mains. Et inviter quand même à tous les acteurs qui sont là. Je vois beaucoup de messieurs qui ont servi ce pays, chacun dans son domaine, soit dans le secteur de l'arachide, dans le secteur de l'économie ou dans d'autres secteurs, de prendre la plume. Il n'y a pas une petite expérience dans la vie. Nous sommes à une phase où nous sommes en train de capitaliser un certain nombre d'expériences pour éviter, comme je le disais tantôt, que nous nous contentions de constater les problèmes qui deviennent cycliques. Je veux dire, les générations qui vont venir, qui liront le livre de M. Bokoum, se rendront compte des limites qui ont été les prédécesseurs, les acquis que les prédécesseurs ont mis en place. Et cela leur permettra d'aller de l'avant. Quelqu'un qui travaille dans un autre secteur, qui apporte son expérience dans le panier, permettra à la jeune génération en charge des devenirs de notre pays de pouvoir en tirer toutes les conséquences. C'est pour cela que j'inviterai toujours les gens d'expérience de raconter leur vécu. Raconter leur vécu à travers leur expérience. Certains me diront non, que ce n'est pas facile de parler de soi. Mais écoutez, parler de soi, c'est simplement parler du temps qui a été le sien pendant son cheminement. C'est ce que M. Ibrahima Bokoum a fait. Il nous a parlé de la filière arachidière. Pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui a toujours évolué dans cette filière. À tous, nous demandons de participer comme les autres ont eu à le faire. Et pour cela, nous avons créé la collection Mémoire et Biographie. Simplement pour que les gens disent qu'on a fait ceci dans le secteur dans lequel j'ai évolué, il y a eu tel et tel problème qui se sont posés, ce qui fait que ceux qui viendront après éviteront toujours de répéter les mêmes problèmes. Je commence à être bavard. Je voudrais quand même encore une fois vous réitérer nos remerciements, réitérer mes remerciements à M. Bokoum de la confiance faite à l'Harmattan pour l'édition de ce livre. Et que nous souhaitons espérer qu'il joue un rôle pour essayer de faire bouger un peu les lignes dans ce secteur. Depuis la période coloniale, je le disais, l'arachide est au cœur de l'économie de notre pays. Nous sommes en 2018, presque 60 ans après. Je vous dis, nous sommes toujours dans les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous nous disons que nous ne disons pas que quelque chose ne va pas, on va essayer de régler à notre manière et
l'année prochaine, la prochaine campagne, nous aurons les mêmes problèmes. Le prix, qui doit acheter, qui ne doit pas acheter, l'État qui doit envoyer des gendarmes. Il y a un problème, parlons-en. Et M. Bokoum nous a donné le quoi en faire. Merci. Merci. Merci, M. Diallo, pour votre mot de bienvenue. Et je vais tout de suite passer la parole à un grand monsieur qui va nous présenter l'auteur. Je dis bien un grand monsieur parce que c'est quelqu'un qui a autant que beaucoup connu et vécu la filière arachidière et qui connaît intimement l'auteur. Je vous nomme Amadou Moustapha Djigo, président d'honneur de l'Union nationale interprofessionnelle des semenciers et membre de la 4e association africaine du commerce et des semences. Monsieur Bokoum, vous me permettez donc de permettre à Amadou Moustapha Djigo de faire votre présentation. Monsieur Djigo, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur Amadi Oumar Bokoum, monsieur... Faut pas que l'émotion te prenne. Ibrahim Bokoum, Madame Bokoum s'y présente et ses enfants, ses amis, ses compagnons de la filière, chers invités. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui pour vous parler quelque peu de l'auteur de ce livre intitulé « Crise de l'arachide au Sénégal ». Il a dit, on s'est connus à l'ONCAD il y a de cela 45 ans. Et on a cheminé ensemble. Je suis à l'aise de le dire, c'est un ami. Et aujourd'hui, dans cette salle, le fils qui porte son nom, Ibrahima Djigo, qui a été donc son homonyme, est ici présent et a l'honneur d'assister à cette cérémonie de dédicace. Nous étions un groupe en 70 de 20 jeunes étudiants et élèves engagés à l'ONCAD pour faire un travail important de recensement des éligibles de l'ONCAD par rapport au carré qui étaient bénéficiaires des semences. Nous avons fait un travail extrêmement important qui nous a permis de permettre à l'ONCAD d'identifier tous les bénéficiaires de ces crédits et de déterminer également les remboursements qu'ils devaient effectuer en faisant une cartographie permettant d'informatiser pour la première fois le système de collecte au niveau du Sénégal. On se retrouvait le soir à la BNDS où il existait l'unique ordinateur du Sénégal pour faire notre travail. C'est dans ce cadre que j'ai connu Bokoum et quand nous avons fini notre travail à l'ONCAD siège, on nous a proposé des postes en brousse. Notre souci n'était pas simplement de travailler, mais il faut le dire, et il le cache dans son livre, il a tellement de choses à dire qu'il n'a pas voulu tout dévoiler.
On était des éléments issus de mai 68, on était des 68ards, des jeunes étudiants et élèves qui ont fait mai 68 et qui avaient pensé quelque part qu'ils devaient faire la révolution dans ce pays-là. Et pour ce faire, ils ont pensé qu'il fallait appliquer une tactique qui consistait à intégrer les masses populaires, à faire un travail de conscientisation afin que ces masses comprennent qu'elles ont le devoir historique de faire la révolution. On était tenaillés entre deux tendances. C'est ce qui pensait qu'il fallait développer ce système à partir du modèle soviétique, en se basant sur les forces ouvrières, et d'autres qui pensaient qu'il fallait adopter le modèle chinois, parce que modèle étant en conformité avec notre situation sénégalaise, composée essentiellement à l'époque de 80% de paysans. Comment faire pour intégrer les masses? Nous avons dit qu'il nous fallait une couverture. On ne devait pas descendre comme ça, à sac au dos, avec nos brodequins ou nos bottes. On n'avait pas de fusil, mais il fallait conscientiser. Et nous avons trouvé, à travers l'ONCAD, le moyen de nous approcher des masses populaires. Nous avons, le même jour, été affecté à Diourbel, lui dans le département de Diourbel, moi dans le département de Bambey. Et concours de circonstances, il s'est marié à Diourbel, son épouse est ici présente, et j'ai eu la chance également de me marier à Diourbel, à Bambey, et le fils qui porte son nom est issu de ce mariage-là. Donc, c'est une parenthèse. Pour vous dire simplement le cheminement qui a concouru à cette prise de conscience, qui est qu'il ne faut pas, après une retraite, s'installer confortablement dans son fauteuil en lisant les journaux et en étudiant, en regardant la télévision. Bokoum est un ami et il est très difficile de parler d'un ami parce que simplement l'adage Olof dit tout ce que le berger, tout ce que le forgeron, excusez-moi, le cordonnier dit au sujet de la chèvre malade, les gens pensent que c'est à cause de la peau. Lu début mag bi wax ci béy bu feebar bi ñu ne der ba moo tax. C'est parce que c'est un ami. Mais c'est pas parce que c'est un ami. Je me glorifie, je m'en félicite d'être l'ami de Bokoum. Bokoum, c'est un modèle d'une sensibilité qu'on ne peut pas percevoir parce qu'il affiche du visu un flegme qui semble même être insolent. Mais au-delà de ça, c'est un grand monsieur qui a su, à travers sa carrière, et je me réjouis de retrouver ici, et c'est la preuve de ce que je vais avancer tout à l'heure, en disant que c'est un grand monsieur qui a le sens de la fidélité, de l'amitié, de l'objectivité. La présence parmi nous des personnes qui ont eu de hautes responsabilités au niveau des filières au Sénégal démontre quelque part cet attachement à cette personne qui a eu quelque part dans son parcours à développer un comportement appréciable. Bokoum, c'est un ami, c'est juste. Mais c'est quelqu'un qui a su, à travers, vous le verrez dans le livre, ses péripéties professionnelles, transformer
agressivités en opportunités. Il a su se démarquer de façon à ce qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit dans son travail. Et Dieu sait que, quelque part, il était combattu. Mais, encore une fois, se référant au livre, vous verrez qu'il n'a eu que pour souci le triomphe de la vérité. C'est au nom de cela que j'ai accepté de venir parler d'un ami, d'un frère, quelqu'un qui est profondément religieux et qui peut être cité actuellement, comme disait l'autre, si vous êtes à la recherche des saints de notre époque, ne visitez pas les mosquées, les synagogues ou les églises. Vous pouvez en trouver, mais regardez dans le peuple. C'est là qui se battent pour améliorer le destin des autres. C'est là qui se battent pour rendre l'avenir des autres meilleur. C'est là qui se battent pour l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Cela l'a animé. Et concours de circonstances, je l'ai rappelé, la dernière cérémonie qu'on a eue lors de son retour de la Mecque. À 35 ans, il a eu l'occasion d'offrir un pèlerinage à son père. Sans le compter, sans en être conscient, ses fils, 35 ans après, l'ont amené à la Mecque. Quel concours de circonstances. C'est dire que Dieu n'oublie pas les bonnes actions. Il a été un fils qui a comblé son père et ses fils l'ont comblé en lui rendant le même service qu'il a eu à rendre à son père 35 ans après. Il ne s'en rappelait pas. Quand je me suis remémoré cet événement et que je l'ai dit, il a eu toutes les peines pour retenir ses larmes. C'est dire quelque part qui est Ibrahima Bokoum. Vous en saurez davantage, mais je tiens simplement à dire, comme l'a si bien dit M. Diallo, dans cette salle, vous voyez beaucoup de personnes qui ont eu des responsabilités dans la filière, pas seulement arachidière, mais qui ont présidé aux destinées de l'agriculture au Sénégal, qui peuvent encore se rappeler de ce qu'ils ont fait, qui ont accumulé beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. C'est vrai, ils n'ont plus l'énergie de la jeunesse, mais ils ont l'expérience et la sagesse de l'âge. Je les invite, en commençant par moi-même, à sortir de ce cadre confortable de retraités pour écrire et faire partager aux autres l'expérience qu'on a accumulée. C'est le courage qu'il a eu. Il a eu le courage d'écrire sur la filière. Il y a des centaines de gens qui peuvent faire la même chose, qui ne l'ont pas fait. Mais je pense que son geste mérite d'être reconnu. Ce n'est pas simplement parce qu'il a voulu écrire qu'il a écrit, mais il a senti le devoir d'écrire et il a écrit. Ce que tu as fait, Ibrahima, et tu te rappelles, depuis 5 ans, je ne l'appelle plus Kibili. Je lui ai donné comme nom le sage de Mbumba. C'est une œuvre de sagesse, ce qu'il a fait. Et j'invite nos amis à s'inspirer de cela pour que notre pays aille de l'avant. Je vous remercie. Merci, Monsieur Amadou Moustapha Djigo. Je vais passer la parole à un ami, à moi, expert chargé du suivi de l'évaluation des projets du PSE. Ce n'est pas pour ça qu'on est amis, hein. Attention. Et qui est un expert en décentralisation et gouvernance urbaine et développement territorial.
je vous nomme M. Amadi Omar Bokoum pour nous présenter le livre. M. Bokoum, vous avez la parole. Merci, mon ami et frère Ibrahima Sène, pour ces mots extrêmement élogieux. Je vous en remercie davantage. Mesdames et messieurs, je vais devoir me livrer à un exercice extrêmement périlleux, celui de résumer un ouvrage pour lequel l'auteur a consacré des journées et des nuits blanches pour écrire des faits authentiquement vécus. Je suis conscient d'une chose, traduire, dit-on, c'est trahir. Mais résumer également, c'est trahir. Parce que résumer, c'est sélectionner. Sélectionner, c'est trier, et trier, c'est éliminer. En éliminant, forcément, vous trahissez. Mais je suis obligé de me prêter à cet exercice avec beaucoup de plaisir devant cette auguste assemblée réunie dans la maison d'édition L'Harmattan Sénégal. Monsieur les membres du Présidium, Monsieur le représentant de l'Union nationale interprofessionnelle des semences, Monsieur le représentant de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs, Monsieur le représentant des acteurs de l'industrie ou transformateurs, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur général des éditions L'Harmattan Sénégal, distinguées personnalités en vos rangs, titres et qualités respectifs, très chers invités. C'est avec une grande circonspection que j'ai donné mon accord lorsque M. Ibrahima Bokoum a souhaité que je présente au grand public son livre intitulé « Crise de l'arachide au Sénégal, itinéraire d'un témoin indépendant ». Il m'est venu à l'esprit cette interrogation. Que puis-je comprendre, moi, le profane, dans un univers aussi complexe que la filière arachidière? Cependant, par acquis de conscience, je ne pouvais refuser une telle mission, au moins pour deux raisons. D'abord, nul n'ignore les relations d'amitié et d'estime réciproque que je partage avec l'auteur durant plusieurs décennies. Ici ajoute que la problématique de l'agriculture en général et la filière arachidière en particulier est au cœur du plan Sénégal émergent PSE qui, dans son axe stratégique 1, intitulé Transformation structurelle de l'économie et croissance, fait de l'agriculture sénégalaise le moteur de notre développement dans une dynamique de croissance forte, diversifiée, durable, inclusif, génératrice de revenus et d'emplois. En réalité, ce dernier aspect m'a surtout motivé en dernier ressort à ma qualité de chargé de suivi et évaluation des projets du PSE à la direction générale de la planification et des politiques économiques du ministère de l'économie, des finances et du plan. Au regard de ces deux raisons évoquées, mesdames et messieurs, vous comprenez parfaitement que mon devoir est de répondre par une disponibilité agissante. En acceptant de faire le résumé des grandes lignes du livre, Crise de l'arachide au Sénégal, itinéraire d'un témoin indépendant, j'ai pu mesurer, au demeurant, à sa juste valeur, la lourde responsabilité qui m'incombe, mais également la complicité de la tâche devant un auditoire composé de femmes et d'hommes de valeur, ici présents ce matin, dans les locaux de la maison d'édition L'Harmattan Sénégal, un espace de culture où l'esprit, le bel esprit devrais-je dire, discipline le corps et le cœur et permet de savoir raison garder en tout lieu et en toutes circonstances. En feuilletant les 333 pages du livre, articulées autour de 21 chapitres, accompagnés de citations suggestives, le lecteur se rend compte que l'auteur a capitalisé une expérience professionnelle forte de 3 décennies
dans 3 sociétés nationales que sont l'ONCAD, la SONAR et la SONAGREN, avant de consacrer une autre décennie à la SOSEN, puis à la CENIA. Ironie du sort, toutes les 3 sociétés d'État qui avaient pour mission de commercialiser des arachides d'huilerie destinés aux unités industrielles, de collecter, céder des semences sélectionnées et autres intrants et équipements destinés aux paysans producteurs ont été toutes dissoutes, les unes après les autres, surtout pour cause de gestion, comme du reste noté par l'auteur à la page 18 du livre. Signe on ne peut plus éloquent de l'étendue des maux à l'origine de la crise de la production arachidière au Sénégal. Ce capital expérientiel de 40 bonnes années, marqué par une longue et laborieuse office au service de la cause de l'arachide, a permis à l'auteur-narrateur de noter avec minutie les limites objectives d'un système mis en place par certains acteurs essentiellement préoccupés par l'enrichissement à moindre frais. Mesdames et messieurs, l'histoire de ce livre se joue en grande partie dans le bassin arachidier du Sénégal, une zone écogéographique localisée au centre-ouest du pays avec une superficie totale de 51 315 km². Cette zone couvre à elle seule près de 30% de la superficie géographique et comprend une partie des régions de Louga, Thiès et Tambacounda, mais la totalité des régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine. L'auteur Ibrahima Bokoum, dit Kibili, dresse sans concession à travers ses pages l'état des lieux à partir d'une relation de faits, de situations et d'actions, ainsi que de récits anecdotiques relatés au gré de ces différentes prises de service qui l'ont conduit tour à tour dans les circonscriptions de Diourbel, Mbacké, Dagana, Dakar, Kaolack-Lindiane, Gossas, Thiès, Koungheul et enfin 7 longues années à Tambacounda. Ce livre, alliant à la fois une démarche autobiographique et témoignage, livre sa part de vérité, mais sa part de vérité à lui contre celle des autres, qui vaut également leur pesant d'or, me dira-t-on. Se fondant sur son propre vécu quotidien, Kibili livre une vérité féroce sur la complexité d'une filière où gravite une multitude d'acteurs, unis certes par l'arachide, mais mus par des intérêts bassement matériels. Un monde hétéroclite, composé de gérants de séco, de peseurs, de magasiniers, de contrôleurs-payeurs, ainsi que de fonctionnaires accusés de collusion avec des présidents de conseil rural et autres agents des administrations publiques. À l'arrivée, certains d'entre eux sont acquittés de leur mission comme un sacerdoce, avec en prime des résultats encourageants notés après évaluation des différentes campagnes agricoles. Par contre, d'autres ont été, selon l'auteur, les véritables déprédateurs de notre économie nationale. Ils ont appauvri, sans vergogne, des décennies durant le monde paysan au niveau de tous les segments, la filière arachidière. Ainsi, dans un style corrosif qui lui est propre, Ibrahima Bokoum Kibili, marqué par sa culture de gauche, relate et explique chapitre après chapitre le fonctionnement du système, ce système pernicieux. Chaque chapitre correspond quasiment au parcours professionnel de l'auteur, tour à tour, gérant de SECO jusqu'au grade de PCA à la SOSEN, une organisation privée, en passant particulièrement par plusieurs autres fonctions comme celle de contrôleur de gestion budgétaire à la SONAR et plus tard dans la position stratégique de supérieur central de la SONAGREN, dans la région de Tambacounda, pour terminer finalement comme inspecteur à la direction générale de la même institution. Monsieur Ibrahima Bokoum, en réalité, vous avez du talent et du mérite. Kibili dénonce vigoureusement ces preuves collectées annexées aux besoins dans le livre, les multiples et innombrables goulots d'étranglement qui ont plombé l'agriculture et appauvri le monde rural. Dans cette optique, il me vient à l'esprit une séquence du livre notée dans les pages
195 à 200, où l'auteur semble tenir la dragée haute à un haut fonctionnaire dans la région de Tambacounda qui a juré de se payer la tête de notre serviteur suite à des dénonciations calomnieuses orchestrées magistralement par des agents mal intentionnés. Cette séquence du livre est maillée par plusieurs autres incidents où le comique côtoie parfois le tragicomique, essaie d'illustrer les collisions d'intérêts non seulement divergents, mais souvent conflictuels entre nos administrations publiques et les sociétés nationales comme la Sonagraine. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que ce climat délétère ne mérite guère à l'avènement d'une gouvernance administrative, institutionnelle et économique propice au développement du monde rural. Dommage. Au plan stylistique, la mise en scène des responsables impliqués dans la gestion administrative et financière des opérations, l'abondance du lexique lié à la tenue des documents de gestion comptable, la production de correspondances administratives et de PV de réunion, ainsi que la précision des comptes rendus sur les missions de contrôle, donnent à cet ouvrage particulièrement un relief saisissant. Un vieil adage dit que seul ne triomphe que ceux qui militent pour la vérité. Tout est fait dans le livre pour accréditer les faits de corruption et de concussion dénoncés par l'auteur. Crise de l'arachide au Sénégal, ou tout simplement crise des valeurs, puis-je en dire plus que ce que les éminents acteurs en ont dit. Je pense notamment à M. Ibrahim Hassen, qui a assuré avec brio la préface du livre. Et il convient de noter que M. Ibrahim Hassen est à la fois homonyme à l'auteur, ami de longue date, mais également camarade de parti. Quelle étrange coïncidence pour deux hommes dont les trajectoires professionnelles sont liées par l'arachide. Je pense également à Moussa Daf, qui a assuré la partie postface. Le professeur Moussa Daf, enseignant émérite au département lettres modernes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il me plaît de les saluer ici et les féliciter pour les différents éclairages apportés à la compréhension du livre. Mesdames et messieurs, cet ouvrage alterne divers procédés stylistiques basés sur la narration, la description, l'argumentation, le témoignage et l'analyse documentaire. Tout y passe pour mettre à nu un système pernicieux. À vrai dire, Kibli se veut un témoin indépendant comme il l'affirme dans le livre, mais en réalité, il est dépendant, car engagé au service d'une cause qu'il se veut juste. Un acteur clé des mots qui ont accentué la paupérisation du monde rural. Il rapporte, ironique et provocateur à souhait, des hauts faits d'armes de tous ces puissants lobbies, qu'ils soient féodaux, maraboutiques ou agents des administrations, adeptes de passe-droit, qui dénoncent avec force de détail tout au long de son ouvrage, à la fois autobiographique et témoignage documentaire. En venant se ressourcer auprès des siens, Kibli donne une nouvelle touche à la trame de la narration, permettant au lecteur de s'évader au moment du bassin arachidier et de fuir l'univers hostile de l'arachide pour découvrir finalement son village natal Mbumba dans le département de Podor. La peinture du décor pittoresque des champs du Fouta durant la période de crue du fleuve Sénégal et l'irisme fleuri qui ruisselle tout au long du récit rappelle à bien des égards la bourse africaine vivifiée admirablement par les poètes et les romanciers africains des années 60. Ce qui fait dire à son ami Ibrahim Hassen que je n'ai jamais su que M. Ibrahim Bokoum avait des talents de poète. Oui, il avait des talents de poète enfuis, car il habite à Mbumba, à côté du fleuve. C'est les berges du fleuve Sénégal qui ont bercé toute son enfance, mon cher grand frère, mon cousin et ami de longue date. En réalité, Ibrahima est un grand amateur et lecteur de classiques africains. À l'image de son éditeur, je veux nommer M. Ablaye Diado, historien de formation, administrateur des éditions de l'Harmattan Sénégal, que je félicite et encourage dans sa volonté de faire
de sa maison, de cette maison, un complexe culturel ayant pour vocation d'être le centre de vie littéraire à Dakar. Bon chemin, M. Abdoulaye Diallo, et je vous souhaite plein succès. Mesdames et messieurs, distingués invités, finalement, quelles leçons retenir de cet ouvrage dont le mérite n'est plus à démontrer? Il offre au moins une opportunité à tous les agrégats de la population dans leurs composantes dynamiques, qu'ils soient population urbaine ou rurale, et décideurs, pour réfléchir et évaluer les mécanismes d'amélioration et d'assainissement de cette filière arachidière. Aux décideurs politiques, il permet de mieux renforcer les mécanismes de cette filière, car 6 agriculteurs sur 10 cultivent l'arachide, ce qui procure 35% des revenus agricoles dans le monde rural. Mesdames et messieurs, un vieil adage dit « on n'est jamais mieux servi que par soi-même », pour dire simplement que les œuvres fondées sur une démarche autobiographique et le témoignage sont souvent accusés, à tort ou à raison, de nourrir un parti pris. Hugo ne dit-il pas d'ailleurs que c'est le cœur qui parle et qui soupire lorsque la main écrit? Ces mots simples et concis sont, avouons-le, d'une sublime beauté. Cet ouvrage, comme toute œuvre humaine, n'est pas parfait. Il va soulever incontestablement moult commentaires, voire de vives polémiques, source d'accusations et de contre-accusations. Mais sa finalité ultime est de baliser des pistes de réflexion, qui plus est dans le contexte du PSE, à travers le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRACAS, qui vise, entre autres, l'autosuffisance en riz et la reconstruction du capital sémencier. Dans cette dynamique, l'auteur aurait pu, au regard de ses expériences capitalisées et la bonne connaissance du milieu, fournir des axes stratégiques de réflexion pour une gestion plus rationnelle, efficace et efficiente de la filière arachidière en tenant compte des 4 segments de la filière dans une approche de chaîne de valeur. Parce que l'approche de chaîne de valeur est une option stratégique du plan Sénégal émergent. Mesdames et messieurs, avouons-le, c'est à ce débat constructif et serein que j'invite respectueusement, très respectueusement devrais-je dire, l'ensemble des acteurs ici présents au cours des discussions qui vont certainement ouvrir incessamment, qui vont rythmer, jalonner et ponctuer les discussions. Il sera cependant nécessaire de trouver, monsieur l'éditeur et monsieur l'auteur, d'autres espaces de dialogue plus appropriés pour discuter d'ouvrages avec des spécialistes, acteurs directs de la filière. Enfin, pour dire vrai, défendre les valeurs, créer un environnement sain qui fasse la promotion du gain acquis licitement, du mérite, rien que du mérite, de l'intégrité et de la compétence, voilà, nous semble-t-il, la seule voie porteuse d'émergence et de salut final. Quant à toi, mon très cher Kibili, mon grand frère de sang, mais également mon neveu, de par les relations que j'ai avec sa maman, bien qu'il soit plus âgé que moi. Mon très cher Kibili, écrire rend grand et puissant. Te voilà entré dans l'histoire par la grande porte. Sois persévérant, ce livre ne t'appartient plus, il appartient au public qui en fera sa lecture. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bonne lecture et vous remercie de votre aimable et cordiale attention. Décidément, je pense que le public a constaté que tout ce qui gravite autour de Ibrahima Boko est poète, est poésie. Et vraiment, Amadi, toutes mes félicitations pour cette brillante exposition. Mais avant de continuer, vous me permettrez de faire une annonce moins gaie, une annonce triste. Nous venons de perdre l'un d'entre nous,
bien connu dans le milieu de l'agriculture, où les doyens et moi nous avons évolué à ses côtés. Nous venons de perdre le docteur Ndiagambayi, docteur vétérinaire, qui était ancien de l'ISRA et ancien du CORAF. Je voudrais, avec votre permission, qu'on lui consacre 1 minute de silence et de prière. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et j'en profite pour souhaiter à votre nom que le Tout-Puissant l'accueille à son paradis. Amen. Et que sa famille accepte que nous puissions partager leur douleur et leur perte dans ces circonstances. Je vous remercie. Je voudrais, pour continuer, passer la parole à l'auteur qui va nous dire un mot avant de permettre au public d'intervenir pour continuer la cérémonie. Pas camarade, Monsieur Ibrahim Bokoum. Monsieur Ibrahim Bokoum, Monsieur Ibrahim Samba Bokoum, Kibili, je vous donne la parole. Ben, je vous remercie. Bon, je ne serai pas du long parce que je ne vais pas lire le texte que j'ai écrit. Je vais dire rappeler quelques chiffres pour dire que de 1960 à 2016, la production contrôlée de l'arachide ne dépasse le million de tonnes que lors de la campagne agricole 2015-2016. Bon, la question que je me pose dans le texte, est-ce qu'il est possible de démultiplier ces chiffres? Bon, je vais donner une réponse normande en disant qu'il existe de l'eau au Sénégal. Parce qu'il est prouvé que 1 milliard de mètres cubes par an sont déversés par le fleuve Sénégal dans l'embouchure du fleuve Sénégal, donc à Saint-Louis, sans parler des autres fleuves que nous avons. L'autre problème que je vais soulever, c'est le problème de terre. Bon, aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'Afrique qui a les terres. On le constate, de plus en plus, ils se déportent vers l'Afrique pour essayer de prendre nos terres. Il faut y veiller parce que c'est la seule richesse, entre autres, que nous avons. Il faut et ces terres-là peuvent suffire pour nourrir le Sénégal. Parce que l'arachide, ce que j'en sais, les grands techniciens sont là. Quelqu'un qui connaît la filière, c'est le doyen Hassan Massanjo, plus les deux qui sont là. Ils connaissent la filière. Mais j'ai le sentiment que peut-être de 60 ans maintenant, le rendement à l'hectare tourne globalement 300, 500
et peut-être rarement à 1 tonne par hectare. Alors qu'ailleurs, les gens, ils sont à 2 tonnes à l'hectare, voire à 4 tonnes à l'hectare et parfois à 5 tonnes à l'hectare. La question que je me suis toujours posée, et je suis un novice là-dessus, mais je sais qu'il y a de grandes personnes qui peuvent donner la réponse. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Bon, le potentiel humain existe. Bon, on va souvent, quand on pose ces problèmes-là, les gens disent et les moyens. Mais les moyens aussi existent. Parce que quand on lit les experts, bon, il est dit que des milliers de milliards sortent de l'Afrique chaque année. Et souvent, c'est des impôts qui n'ont pas été payés, c'est de l'argent qui font sortir leurs capitaux qui ne payent pas l'impôt. Plus ça, c'est des détournements. Ben ça s'élève à ce montant que je viens d'annoncer. Bon, et en retour, cet argent se dirige vers l'Europe, vers les Amériques, vers les Asies, etc. Mais en retour, on parle de nos partenaires. Ce sont des centaines de milliards. Mais donc il y a de l'argent. Alors, j'ai lisé récemment le grand doyen, l'homme d'État, l'écrivain émérite, l'auteur de l'aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane. Chez lui, quelque part, il a dit l'Afrique n'est pas pauvre. Mais je crois qu'il a dit on l'a appauvri ou on est en train de l'appauvrir. L'un dans l'autre, retenez l'esprit, il y a donc de l'argent. Les gens là, mais moi je n'empêche pas les gens de voler, mais s'ils volent, qu'ils l'investissent ici. Au lieu d'aller le loger dans les banques françaises, européennes, en Amérique, nangam, mais ça tient si vous voulez qu'ils le fassent. Mais l'argent, s'il y a un ennemi, ce sont eux. Voilà, c'est très simple. Donc, on peut parfaitement sortir de cette situation. Et c'est pourquoi j'ai dit dommage que cet autre homme d'État, visionnaire que fut l'ancien président du conseil d'administration, n'ait pas pu empêcher que l'Afrique des communautés ne soit bloquée par l'Afrique des appareils. Donc, il y a une volonté politique. Il y a aussi une tendance, parce que, bon, je suis à 70 ans, je peux dire que je suis jeune par rapport aux autres. Ben, certains, mais les autres, ils sont jeunes. Mais il manque simplement la volonté politique. Les Sénégalais, comme j'ai dit, j'ai appris à Jolof, au Baol, où j'ai fait 9 ans, collection en 2 trucs. Ce que signé de Mahandara. J'ai appris ailleurs aussi, toujours dans les régions où j'ai fait 22 ans ou 23 ans. Bagn rek la bagn. Bagn rek la ñak rek la bagn. Mais il faut un dep dans ce pays-là. Parce que personne ne viendra développer le Sénégal à notre place. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ibrahima, pour ces interpellations pertinentes. Et je crois que le parterre que nous avons avec ces honorables messieurs et dames, ce partenaire pourra contribuer à relever le défi lancé, à savoir, est-il possible et pourquoi pas quadrupler la production arachidière au Sénégal. Donc, l'appel lancé pour, à partir de maintenant et
avec le déclic que peut constituer ce livre-là, à fouetter les esprits pour apporter des contributions est vraiment pertinent comme appel. Aussi bien lui que le docteur Diallo, ils ont invité les uns et les autres à écrire, à produire, à restituer ce qui a pu être accumulé. On peut le faire par écrit, comme Bokoum l'a fait. Mais on peut aussi le faire d'une autre manière. C'est celle que moi et mon groupe, notre groupe, nous avons choisie. En créant une association qui regroupe tous les ingénieurs retraités du développement rural, toutes spécialités confondues, appelée Volontaires pour l'avancement de l'agriculture. Et nous avons produit beaucoup de choses. Mais la médiatisation en tant que telle n'est pas notre credo. Mais ceux qui sont dans la filière et ceux qui sont dans l'action sur le terrain le savent et reçoivent des produits de cette réflexion-là. Nous venons de créer, adossé à cette association-là, un groupe de réflexion qui réfléchit sur la privatisation prévue de la Sonacos. C'est un problème fondamental. Les questions que nous nous posons, la privatisation, est-ce qu'elle doit simplement concerner des investisseurs et des acteurs locaux, ou bien est-ce qu'elle doit être faite au niveau international? Nous réfléchissons, nous avons des réponses, mais ce n'est pas le lieu de les donner ici, puisque Togo Gounyorogul. La deuxième question, c'est qu'est-ce que nous devons envisager pour avoir une industrie réellement productrice, avec comme objectif de triturer ici au plan local l'entièreté de la production arachidière et non pas d'avoir une option d'exportation de graines. Et nous avons des exemples qui sont là-dedans. Une question a été posée par beaucoup, est-ce qu'on peut aller plus loin que ce qu'on a comme production? Il faut rappeler historiquement que les autorités de ce pays-là avaient donné comme objectif à la recherche agricole une production autour de 1 300 000 tonnes. Et ça a été réussi par des variétés adaptées aux zones écologiques, par des formules d'engrais et par des itinéraires techniques de production. On pouvait aller beaucoup plus que ça. Parce que si vous interrogez la conformité de ces itinéraires techniques par rapport à ce que c'est fait réellement sur le terrain, du fait d'un déficit d'équipement, du fait d'un manque d'engrais, parce qu'on avait un fleuron qui produisait l'engrais, on en est arrivé à importer l'engrais que nous distribuons aux paysans. C'est une reculade. Donc on peut le faire. Mais comment le faire si on n'a pas une industrie qui peut transformer ça? Le produit cet arraché-là et l'exporter, surtout quand on a subventionné les facteurs de production. Ça veut dire que nous avons subventionné les industries qui pourraient en bénéficier. Donc tout ça, ce sont des questionnements et nous y réfléchissons. Je voudrais simplement lancer un appel vraiment patriotique de cohésion. Nous appelons tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à cette réflexion-là de se joindre à nous, ou bien nous, de nous joindre à eux, pour essayer de donner quelque chose qui peut servir le pays. Nous n'avons aucune ambition quelconque. Nous sommes du 3e âge. S'il existait même un palier qu'on aurait appelé 4e âge, on dirait que nous pourrions dire que nous y sommes. Donc nous n'avons aucune ambition. Nous ne visons rien du tout. C'est une association bénévole qui travaille simplement en faisant son propre financement interne par nos cotisations en tant que retraités. Donc nous voulons y apporter tout le monde. Je donne mon numéro d'email. C'est Fall Biram, tout collé, 29@yahoo.fr. Ceux qui peuvent avoir des questions, des réponses à nos questions et qui veulent se rejoindre à nous pour réfléchir, nous le ferons ensemble. Nous voulons également poser le problème de la remise sur le tapis de l'arachide de bouche
et nous demandons à l'ISRA est-ce qu'ils ont conservé des souches parce qu'on n'en trouve plus. Or, l'arachide debout, c'est celle-là qui est destinée à l'exportation. Je vous remercie. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, permettez-moi d'abord de dire bonjour à des grands à moi, ce qui fait que je suis présent à cette cérémonie pour deux grandes raisons. La première grande raison, c'est que Grand Bokoum, je l'appelle Grand, et Amadou Moustapha Djigo sont les amis d'enfance de mon grand frère. Donc, ils ont pratiquement tout fait ensemble. Et ils continuent aujourd'hui encore à être ensemble. Et sous le prisme de mon grand frère, ils me regardent toujours comme leur petit frère. Et je dois dire qu'ils me regardent toujours comme leur fils. Parce que je dis que j'ai perdu mon père, donc mon grand frère, c'est mon père. Donc tout ce qui me regarde en tant que petit frère, je considère qu'ils me regardent en tant que fils. Et ce que j'ai vu en eux. Donc pour ces raisons, je suis présent ici au nom de mon grand frère, M. Mas Thiam. Le deuxième élément, c'est que je suis de la filière agricole, de manière générale, et particulièrement de la filière arachidière. Et tout ce qui touche cette filière me touche de plein fouet. Donc voilà une deuxième raison qui m'a amené ici, parce que je dois dire que je suis le président de l'Union nationale interprofessionnelle des semences, dont mon grand frère et mentor, M. Moustapha Djigo, m'a légué les rênes avec la manière, parce qu'il m'a donné les rênes en me le donnant, et je le dis souvent, comme quelqu'un qui passe le témoin à son fils. Même le jour de la cérémonie de remise des rênes, c'est lui qui me dit ce que je dois porter. Bon, parce que vous savez que mes grands là aussi, c'est des nanan. Sur le plan port vestimentaire, nous ne pouvons pas les égaler. Des fois, je porte un truc, je dis, boy, vas-y, tu changes ça et tu portes ça. Donc ça, ce n'était pas une succession heurtée, c'était une succession avec la manière, avec l'encadrement, avec toute l'affection. Et ça, je tiens à apporter ce témoignage à mon grand, heureusement, qui est le président d'honneur de notre organisation, qui siège au conseil d'administration de notre organisation et qui nous apporte toujours. Donc lui, il n'est pas allé à la retraite, il est toujours au cœur de l'action. Donc ça aussi, je tenais à apporter ce témoignage. Je dois dire que aussi les grands là, ils sont grands, mais ils sont aussi très grands, hein, parce que ce que notre frère Bokoum nous a déposé sur la table, quand même, c'est ça qu'on cherche. 40 années d'analyse de la filière arachidière, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut pas payer. C'est un livre qui nous permettra en tout cas de rebondir, parce que malheureusement, ces 40 années d'analyse, mieux qu'on débouchait sur ce qu'on appelle, le mot qu'on ne voulait pas, la crise. On aimerait que ça soit une croissance vertigineuse de la filière arachidière, mais malheureusement, ça débouche sur une crise. Et ça, je n'ai pas encore lu le livre, mais de par son intervention, moi, il est allé là où je mets toujours mon doigt. Moi, je pense que l'indicateur d'analyse, ou bien en tout cas l'indicateur de mesure de la filière ne doit plus être la quantité produite. 1 million de tonnes, 1 500 000 de tonnes, c'est bon. Mais pour combien d'hectares? Parce que 1 500 000 de tonnes produites sur 2 500 000 d'hectares, Ndamangiti Gatchengichi. Ndamangiti parce qu'on a produit 1 million de tonnes. Mais Gatchengichi parce qu'on l'a produit. Donc on a eu un rendement de 500 kg à l'hectare ou 800 kg à l'hectare. Au moment où des pays te font 3 tonnes à l'hectare, 4 tonnes à l'hectare. Et ces pays, malheureusement, c'est nos concurrents parce que le monde est devenu un village. Donc il y a une interdépendance. Aujourd'hui, l'indicateur de mesure de la filière arachidière doit être le rendement. Et tant qu'on ne met pas le rendement au devant de nos indicateurs de mesure, nous avons toujours des problèmes. Il faut qu'on coûte 500 kg à l'hectare, 300 kg à l'hectare pour aller à 4 tonnes à l'hectare. Et que chaque année, on puisse nous dire, après la production arachidière, après le million de tonnes, on l'a produit sur combien d'hectares? Tant qu'on ne touche pas la filière sous cet angle,
on va tourner en rond, les pays producteurs vont s'appauvrir, la filière va être corsée de temps en temps, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, notre problème est un problème de prix. Et le prix est calculé sur le rendement. Parce qu'il y a des pays qui peuvent te vendre le kilogramme d'arachide à 125 francs le kilo. D'autres peuvent te le vendre à 100 francs le kilo. Or, nous, si on ne paie pas aux producteurs 210 francs le kilo, on ne passe pas. Quelle est la raison? Où il faut la chercher? Au niveau des rendements, et les rendements aussi, il faut voir qu'est-ce qui fait que les rendements sont bas. Une fois, lorsqu'on était à l'ISRA pour homologuer cette variété d'arachide très performante qui nous a garanti des taux de rendement de 2,5 tonnes à l'état extra. Mais je lui ai dit que c'est très bon. Mais qu'est-ce que vous a amené vous chercher à avoir ces rendements-là? Est-ce que le producteur lambda peut arriver à ces rendements? Il faut que vous nous dites le paquet technologique que vous avez utilisé pour arriver à ces rendements-là. Parce que si vous nous donnez des variétés performantes alors que la terre est pauvre, l'eau n'est pas en abondance, il n'y a pas les engrais qu'il faut, mais est-ce qu'on aura les rendements que vous nous miroitez actuellement? Et tant qu'on n'est pas allé à ce niveau, on aura des problèmes. Voilà pourquoi lorsque le monsieur Bokoum a touché ce problème de rendement, j'ai dit, ah, voilà quelqu'un qui va dans la bonne direction. Il nous faut revoir les agrégats qui cultivent l'arachide. Il nous faut revoir nos terres. 40 ans, 50 ans de culture sur des terres fatiguées. Il faut que ces terres-là soient revitalisées. Il n'y a plus de matière substance organique dans nos terres. Parce que nos grands-parents apportaient de l'engrais organique dans leurs parcelles. Maintenant, les enfants qui sont là, ou bien ceux qui sont restés dans le monde rural, ne le font plus. Nos terres sont lessivées. Deuxièmement, il nous faut la maîtrise de l'eau. Mais qu'est-ce qui fait que cette année ça marche, l'autre année ça ne marche pas? Des fois on commence, la pluie cesse tardivement, ou bien en milieu de tout, il y a une grande pause pluviométrique, ou bien en fin de campagne, il y a une pluie utile comme l'année dernière qui n'est pas arrivée à temps. L'instabilité climatique est en train de fragiliser la filière. Donc, comme il l'a dit, nous avons de l'eau sous terre, nous avons de l'eau qui coule, qui va dans la mer, nous avons de l'eau qui ruisselle et qui s'infiltre. Mais ces eaux-là, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser pour apporter ce qu'on appelle l'irrigation d'appoint? Excusez-moi de la répétition. Parce qu'on nous dit aussi que le Sénégal est le seul pays où on cultive l'arachide sous pluie. Dans les autres pays, l'arachide est irrigué, mais nous, on ne peut pas dire irrigué, mais on peut faire l'irrigation d'appoint. La semence, il nous faut des semences de qualité. La reconstruction du capital semencier, et c'est l'occasion de féliciter notre grand frère, M. Ibrahim Sen, qui était le chef du département de la division des semences, moi au moment où j'étais sous incubation. Parce que durant les années 80, avec l'avènement des nouvelles politiques agricoles et le désengagement de l'État, c'est à ce moment-là que le secteur privé a été invité à venir prendre la relève de l'État dans la reconstruction, dans la politique semencière comme dans la distribution des intrants. C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés et avec un projet qu'on appelait le projet autonome semencier, nous avons été acteurs privés nouveaux à l'école pour être formés à la gestion de la filière semencière. À ce moment-là, c'est lui qui tenait la carotte et le bâton, parce que c'était le service semencier. C'est lui qui certifiait, mais c'est lui aussi qui rejetait. Et je sais qu'à l'époque, il a tenu la filière avec brio. Et c'est l'occasion vraiment de le saluer et de lui souhaiter vraiment une longue vie et une grande carrière, parce qu'il est toujours un acteur que nous aimons lire dans ses interventions sur les différentes politiques au niveau du Sénégal. Donc pour dire que vraiment ce livre, pour résumer, sera quand même pour nous quelque chose qui sera extrêmement important dans la filière, et ça nous permettra en tout cas de projeter notre vision sur la filière de demain. Donc monsieur Sen, président de séance, je vous remercie, et c'est l'occasion aussi de connaître monsieur Omar Bokoum, dont j'ai vraiment apprécié son résumé, qui au-delà du résumé aussi a apporté beaucoup de grains de sel, et je vous remercie. Premier chercheur, coordinateur du programme arachide, grâce au courage de Gorobé que je voulais qu'il parle, parce que c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier et qui m'a montré le chemin, et je ne regrette pas. Alors, nous allons nous redire, d'abord M. Bokoum d'avoir écrit. On a déjà dit, hein, on a dit et redit. Quelle est la question qui se pose au niveau du Sénégal? Le Sénégalais sait ce qu'il faut faire. Notre problème, c'est que pourquoi on ne fait pas ce qu'on sait? Nous savons ce qu'il faut faire.
on ne dira pas ici des choses qu'on n'a pas encore dites, hein, non? On a déjà dit. On recommence éternellement. Éternellement. En 87, j'ai été à Niamey pour présenter le programme Arachide organisé par l'ICRISAT et ensuite les Américains. Quand je projetais des diapos avec des houssines, cheval et tout le monde me regardait. Comment? Ça existe au Sénégal. 87. Donc nous savons. Dans les années 80, c'est Djilimbaye, nous avons mis de la culture sous pivomatique, pluviale, disons supplément. Anecdote, en 82, je suis allé aux États-Unis pour diversifier un peu la formation, toujours guidé par mon doyen Gore, qui était déjà parti, parce qu'il est comme moi, il est entier, il ne peut pas tricher. Alors, quand les Américains sont venus ici, Arachide, Sénégal, Arachide, ils me disent, Ali, où est l'eau? Ah, j'ai dit, s'il pleut. L'Américain me dit, non, le nègre là, il n'a pas compris, il faut que je reformule. Ali, où est l'eau? J'ai dit, s'il pleut. L'Américain, toi qui souffres, comment tu peux, ton économie première, la miser sur une chose que tu ne contrôles pas? L'Américain, il a son nom. Le pivomatique est là, quand il pleut, il arrête. S'il n'y a pas, il met son pivomatique. Comment vous pouvez... Nous sommes combien de 57 ans après les indépendances. Nous sommes au même point. Il faut qu'on arrête. Nous savons, hein? Nous savons ce qu'il faut faire. Maintenant, la question, c'est que pourquoi nous ne faisons pas ce que nous savons? En tout cas, si on ne le fait pas... non, on a beau ne pas voir le soleil, il est là. Il y a 3 ou 4... Enfin, disons, pendant l'hivernage, je vais souvent à mon terroir, Podor. Mais si vous avez maintenant sur le bassin, d'une façon générale, les gens ne cultivent pas. Tellement de jachères. On ne cultive pas. Ils sont en Colobane ou ailleurs, en train de voir de pontrapes et le reste. En son temps, vous ne pouvez pas avoir de bonnes ou de travailleurs serrères pendant l'hivernage. Maintenant, vous en avez plein. Ils n'y vont plus. Nous savons ce qu'il faut faire. La question, c'est que pourquoi nous ne faisons pas ce que nous savons faire? L'huile que nous consommons, vous le savez, elle est végétale. Elle est végétale et elle ne supporte pas les températures élevées, et vous le savez. Notre tchéboudienne, il est au talalé, très fort. Elle est cancérigène. Cependant que notre huile végétale, le cire en son temps, ou en tout cas celle d'arachide, est exportée. Et nous savons, hein? Nous savons. Maintenant, effectivement, il faudrait que quand nous produisons, que nous allions jusqu'à la fin de la chaîne, nous ne pouvons pas produire et laisser les autres transformer, ça n'a pas de sens. Nous prenons la plus vite. Nous le savons. Vous êtes politiciens, vous le savez. Maintenant, pourquoi nous ne faisons pas ce que nous savons? Enfin, je peux parler pendant très longtemps, mais je ne veux pas être long, parce que nous savons ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut que nous fassions ce qu'il faut faire. De grâce, messieurs les politiciens, de grâce. J'en ai fini. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter M. Ibrahim Bokoum de Kibili pour ce travail colossal qu'il a fait pour exprimer son expérience, mettre à disposition du public et des décideurs. Un travail colossal qui a demandé certainement beaucoup d'années, parce que capitaliser 30 années d'expérience, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup d'organisation et de méthode et beaucoup de courage. Je le félicite pour le courage d'avoir osé écrire, parce que ce n'est pas facile. Beaucoup de gens ont capitalisé l'expérience, mais pour le mettre sur le papier et le mettre à la disposition du grand public et des décideurs, n'ont pas osé franchir ce pas. Et ça, c'est un grand courage. Je le félicite aussi pour son courage d'avoir affronté la tête haute à toutes les difficultés qu'il a dû rencontrer pendant sa carrière, les difficultés au niveau de la base comme au niveau du sommet, posées par des opérateurs véreux, comme il l'a dit, des peseurs et des transporteurs, y compris des difficultés rencontrées au niveau de l'administration locale et même centrale, qui ont jalonné toute sa carrière, mais avec l'intelligence
la patience et le courage qu'on lui connaît, il a su déjouer toutes les tentatives de faire mal, de nuire, et a su donc continuer sa carrière jusqu'au bout en mettant le mieux possible dans la détermination, dans la recherche de la vérité et dans le travail bien accompli. Tout ça, ce n'est pas une surprise pour ceux qui le connaissent et ceux qui ont vécu avec lui dans le village natal de Mbumba. Malgré sa jeunesse tumultueuse et turbulente, que tous les gens de Mbumba connaissent, on savait quand même qu'il couvait en dessous un grand courage, une forte personnalité qu'il a dû démontrer à travers justement ses écrits, à travers ses combats durant toute sa carrière. J'espère que ce qu'il a dit va servir de bréviaire pour les opérateurs sur le terrain et pour les décideurs qui sont chargés de mettre de la lumière et de l'amélioration dans le système en vigueur. Les questionnements qu'il a posés concernant l'évolution de la filière et l'évolution de l'agriculture d'une manière générale au Sénégal sont des questions actuelles, des questions qui n'ont pas trouvé de réponse depuis les indépendances. Le problème de l'agriculture au Sénégal, ça a été un problème d'abord de production, qui est toujours actuel, un problème de commercialisation, mais surtout un problème d'articulation entre l'agriculture et l'industrie. C'est ça le problème fondamental, parce que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une industrie capable d'absorber toute la production agricole, on n'a pas trouvé d'industrie capable de drainer la masse laborieuse de surplus de paysans pour les augmenter dans l'effectif de l'industrie. Il n'y a pas eu cette transition agriculture-industrie qui permet un développement dynamique, un développement avec des pas de géants comme dans d'autres pays. L'agriculture est restée stationnaire, aussi bien sur le plan de la production que sur le plan de la commercialisation. L'exploitation des paysans est toujours de mise. On n'arrive pas à le libérer, il n'arrive pas à bénéficier de sa labeur. Au niveau des prix rémunérateurs, on voit ce que c'est, parce que les prix ne sont pas calculés au niveau du coût de production, mais au niveau du cours mondial, ce qui est une aberration. Absolument. On ne peut pas calculer le travail de quelqu'un à partir de ce qui se passe sur le marché international. Récemment, en France même, le président Macron l'a dit, il n'est plus question de calculer le prix des producteurs autrement que par le facteur de production, que par le coût de production. Or, au Sénégal, on détermine le prix du kilo de l'arachide à partir du cours mondial, alors qu'on ne calcule même pas combien ça a coûté aux paysans pour produire ce kilo d'arachide. Absolument. Et il y faut une marge. C'est un travailleur, c'est un entrepreneur, comme tous les autres, il faut qu'il trouve des revenus qui lui permettent de vivre. Il lui faut des marges de bénéficiaires qui lui permettent de vivre comme le salarié, comme le commerçant, comme l'industriel. Et ce problème est là depuis l'indépendance. Il a toujours été exploité par les intermédiaires de tous bords et qui finalement, tout peut évoluer sauf la condition paysanne. Ça, c'est un problème. Quant à l'industrialisation, comme je viens de le dire, elle n'a pas été encore amorcée. Elle avait été amorcée encore du temps de Mamadou Dia, de Senghor, mais avec l'arrivée du président Abdou Diouf, avec l'ajustement structurel, on a tout démantelé. Il faut recommencer à zéro. Bon. Alors, quand on parle maintenant de l'avenir... Je vous en prie. Je vous remercie. Non, je vais terminer Non, le temps de parole est terminé.
Mais on ne va pas faire l'histoire du Sénégal quand même. On vous remercie. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, en vos qualités, rangs, je voudrais d'abord dire toute ma satisfaction de me retrouver ici. J'ai fait comme à l'Assemblée nationale. Quand on a dit qu'il veut prendre la parole, j'ai aussitôt levé la main. J'ai été plus rapide que les autres parce que j'ai l'habitude. C'était juste parce que, justement, je voulais parler parmi les premiers. Je ne voulais pas m'immiscer dans ce débat d'experts. Dans cet environnement, je préfère apprendre, noter, analyser, parce que quand on allie expertise et expérience, et c'est le cas pour la plupart d'entre vous, on devient presque une personne parfaite dans son domaine. Donc mon ambition n'était pas de m'immiscer dans ce débat, mais plutôt d'apprendre. Mais j'avais ce sentiment profond de devoir m'exprimer parce que c'est une occasion pour moi de parler de mon oncle Ibrahima Samba Bokoum. Je le dis très clairement parce que j'aurais pu parler de lui à travers le livre. Le livre, et je remercie d'abord, je félicite ensuite mon ami qui n'est pas là, Abdoulaye Diallo, président de l'Harmattan. Je suis très habitué à cette salle. C'est ici que j'ai lancé mon mouvement et c'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup, un patriote que je salue de passage. Ce que je voulais dire par rapport à Ibrahima Samba Bokoum, qu'on appelle affectueusement Papa Kibili, c'est qu'il a dit dans le livre, à la page 7, si je ne me trompe pas, il y a un Tcherno, c'est moi, parce qu'il a parlé de ceux qui ont été à nos côtés, je le cite, lors de leur passage à l'enseignement supérieur. À nos côtés, certainement, il fait référence à sa personne, à son épouse qui est ma tante, la petite sœur à mon père, Aïda Bokoum, qui est là présente. Et on ne dévoile pas ses faiblesses en tant qu'homme politique, mais elle fait partie des personnes à qui je ne peux rien refuser. Parce que c'est comme une maman pour moi. Donc je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une occasion de parler de l'homme. Effectivement, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup encadrés. Et je dis dans ce pays, il y a ce qu'on appelle des hommes de l'ombre qui travaillent durement, qui ont le sens du service bien fait. Il a fait un travail exceptionnel lors de son parcours professionnel. Il ne s'en est pas arrêté là. Il a encadré des jeunes de ce pays qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Je n'ai jamais pris une seule décision de ma vie depuis que j'ai commencé à m'impliquer, à m'engager en politique sans lui en parler auparavant. Parce que c'est un homme d'expérience, d'ouverture, de générosité, qui nous a encadrés et qui nous a donné des conseils. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas souvent les occasions de parler sur des gens. Malheureusement, on attend toujours les occasions malheureuses. Mais j'ai aujourd'hui, en tout cas, l'occasion de dire qu'à travers ce livre, ce qu'on peut lire et ce qu'on peut comprendre en termes d'arguments qu'il a eu à afficher, de positions prises dans son travail, c'est un homme de courage, d'engagement, de détermination, un homme libre et c'est important. Libre, c'est très important et il a l'habitude de me le dire. Il faut être libre dans la vie pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et c'est donc avec fierté que je me retrouve ici pour dire qu'une partie de moi, c'est lui. Et que si aujourd'hui on peut parler de Tcherno Bokoum, c'est parce qu'il y a des gens qui sont derrière. Et Papa Kibili a beaucoup joué dans ma carrière. Je vous remercie. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.
Pour ne pas commettre des erreurs, je vais parler en wolof. Je ne peux pas parler le français académique, et c'est surtout que je suis devant des experts rompus, et moi je ne le suis pas. Donc, opérateur économique là, maa nekkoon secrétaire général bu UNACOIS, actuellement maa ngi nekk vice-président de la chambre de commerce Dakar. mënuma fekkee lu mel nii mu jëm ci wàllu économie te du ma ci wax. Surtout que aussi ma xam Bokum depuis Tambacounda ba noppi mu nekk suma voisin ci HLM Grand Médine, ñu bokk benn jàkk bu ñuy jullee fajar bu nekk. di ko féliciter bu baax ci livre bi mu bind, surtout accessibilité bi, parce qu'il a écrit en français facile. Comme bi mu koy bind mi ngi xalaat ni livre bi paysans yi ñëpp war nañ ko mën a jàng lire ko xam ko, loolu ñu ngi ko ciy féliciter bu baax. Mais aussi it di saluer parcours bi mu def, fi mu tàmbalee di def stage ci journalisme ba fi mu jeexale, ak difficultés yi nga xam ne yëpp rencontré na ko ci poste yëpp, ndax vraiment lire naa ko de long en large. Damay dem ba ci yàgg nii bokkum lu muy def Sonagraines, ndax amul benn poste bu mu occupé boo xam ne fekku fa ay difficultés fekku fa ci. bi ma ci gën a metti nag mooy bi mu am Kaolack bi ko gendarmerie convoqué, boobu moo ma ci gën a metti. luñ ko convoqué ci njub, liñ ko convoqué ci bëgg a def liggéey bu baax, liñ ko convoqué ci bëgg a développer am réewam. Mais li ñuy wax rek dañ ni Sénégal njub laago la fi. njub laago la fi, il faut nga dëng pour nga mën a nekk, mais il faut nga jub pour ñu génne la ci bitti. Mais yàlla dimbali na ko ci tàmbali bi ba ci fin bi lépp jaaral na ko ci njub ba jeexal carrière am ci fi mu doon liggéey. Kon loolu bokkum ñu ngi lay féliciter. Beneen bi ci des tamit maa ngi dem Tamba en 1970 ñi fa jaar ñëpp ci service ONCAD fa lañ ma fekk, ci Sonagraines fa lañ ma fekk. Kenn ku ci nekk poste bi nga yoroon xam naa ko, mais yàlla xam na ni bokkum bi ma ñëwee fekk ko Dakar ñu bokk dëkkandoo mu jox ma livre bi ma lire ko, ci laay xamoon ni boobu moo doon superviseur Sonagraines bu région wu Tambacounda. Par humilité am souvent daan ñëw ci sama commerce di fa ñëw, léeg-léeg ñu discuter, léeg-léeg ñu waxtaan, mais mosuma xam ni poste boobu moo ko occupé. te ñi ko fa daan jiitu ñëpp booba ku nekk chef de service Sonagraines wala ONCAD ñëpp dañuy daw ci sa gannaaw, daanaka yaay ëpp importance gouverneur. Mais nekk na fa ba jóge fa, man mi nga xam ni dama amoon ak moom relation ci loolu mosuma xam ni moo nekkoon chef de service bi ci humilité bi ma am. benn bi ci des rek ma jàll ci li mu wax ci est-ce que mën nañoo yokk mbayum gerte ci Sénégal. dama yaakaar ne mbayum gerte ñaari problème la am, mooy problème mu transformation ak problème mu commercialisation. Parce que boo xoolee système de transformation bi fi am depuis biñ ko commencé ba tey système boobu rek moo fi am, système bu obsolète la, adapté tul ak climat mondial bi, baaxatul. te jusqu'à présent même système bi la ñuy continuer, système ci machine yi, système ci fonctionnement bi kon doxul. te produit bu ñuy développé ci am réew il faut ñu mën a développer transformation bi, parce que ñiy transformer bu baaxee ñu gis ne njariñ li ñooñu ñooy financer filière bi. Mais su fekkee ne transformation bi baaxul, à part de ça filière bi du mën a développé wu. beneen bi ci des muy problème commercialisation bi. Sénégal mënuñu commerce, parce que pour nga mën a commercialiser un produit jamono bi ngay emblavé xam ne ñaata hectare laa am, hectare bu nekk ñaata produit lay ngay am, à peu près nga xam ne dinaa am 1 million de tonnes ci at mi, ci moom ci jamono boobu ngay commencé di commercialiser. Mais doo xaar ba récolter produit yépp ba mu nekk ci silo yi ngay soog a uti client. Parce que le Sénégal n'est pas le seul à faire de l'arachide dans le monde. Le Nigeria est là, Vietnam est là, Chine est là, États-Unis est là. jamono bi ñuy positionné ci marché bi, même période boobu nga war a mën a positionné ci marché bi jaay soo produit ñoom bu ñu xasee jaay seeni produit ba pare marché céréalier bu ñu bëggee li ñu bëgg jënd bu ñu ko jëndee par dañuy fermer marché bi, bu ñu xasee fermer marché bi boo bëggee jaayaat du sotti. te it bi ci des tamit amuñu benn moyen bu ñu mën a contrôler ni chaque année dinañu am 1 million de tonnes wala 800 000 tonnes.
loolu it problème la ba tax na monsieur Bocoum vraiment ñu ngi lay saluer bu baax livre bi nekk war na nekk livre de chevet ci ñëpp ñu bëgg a développer agriculture au Sénégal. beneen bi ci des it Sénégal dafa nekk man réew mu ma xaw jaaxal dama nekk Tamba en 1976 ou 1977 ñu def première fête de coton à Tambacounda. À l'époque, on m'avait invité, mais on parlait de 40 000 tonnes. Tous les pays frontaliers de l'Union Sénégal pour dire l'exemple au Sénégal. Pays l'Union pour dire l'exemple au Sénégal, nous avons 500 000 tonnes, nous avons 1 million de tonnes, nous avons 40 000 tonnes, nous avons fait un donc, où est le problème? Je pense que le problème, c'est exactement fan là, nous avons trouvé une solution pour développer. Je voudrais très simplement dire que je n'ai pas malheureusement eu le temps et l'occasion de lire le livre. J'ai jeté un coup d'œil sur le sommaire et il y a deux choses que j'ai retenues et qui me font plaisir. Il a été listé toutes les régions. Nous avons eu, depuis qu'on parle de l'arachide, nous avons eu beaucoup de livres écrits par les uns et les autres. Mais ce qui est important dans ce travail, c'est qu'avec la revue des régions, c'est la première fois, à ma connaissance, alors que j'en ai lu beaucoup, Ibrahim Sen le sait, nous avons lu beaucoup de choses, cet aspect est extrêmement important parce que ça permet de connaître la réalité à la base. Et ça me rappelle simplement l'animation rurale. Nous avons commencé avec Mamoudou Dia par nous dire comment, et je prends le terme que vous avez utilisé, Moustapha Djigou et vous, je vais y revenir, la conscientisation des intéressés. C'est à partir de la base. Et c'était le rôle imparti à l'animation rurale pour la conscientisation des masses. J'utilise vos termes. Donc, ce travail, encore une fois, je dis, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais ce sommaire qui me dit que Bocoum a passé en revue, à partir de son vécu, de son expérience, la situation région par région, me conforte dans le fait que ça va dans le sens de ce qui, si nous continuons en nous appuyant sur un travail de cette nature-là, je pense qu'on sera, Biram, sera sur le bon sens pour ce qui est justement des solutions. Parce que tant que nous ne maîtrisons pas les réalités à la base, nous avons fait beaucoup d'écrits, beaucoup de choses. Donc, encore une fois, ce livre nous permettra, et je rejoins l'appel de Biram, il faut que le corps des volontaires des anciens de l'agriculture et les autres, nous puissions aller au-delà des slogans ou de ce qui est écrit pour approfondir justement la réflexion et surtout la vulgarisation des solutions qui sont proposées en accord avec les véritables acteurs. Donc je dis encore une fois, voilà la contribution. Troisième chose que je retiens et que je relève, vous êtes rentré, j'allais dire, dans la maison en 70. 70. Vous oubliez, vous ne l'avez pas rappelé, peut-être que vous l'avez rappelé, 68, 69, on a eu le malaise paysan. Donc quand vous êtes rentré à l'ONCAD, qui venait de faire il y a eu beaucoup d'évolutions pour arriver à l'ONCAD que vous avez connu en 70. Il a fallu beaucoup de modifications. Depuis les AIR, les CRAD et autres, toutes ces évolutions et les modalités de financement BSD, CPS pour créer la BNDES, il y a eu beaucoup d'étapes. Donc, alors, quatrième élément que je retiens, la conscientisation que j'ai rappelé tout de suite. Vous êtes rentré dans l'ONCAD qui connaissait beaucoup de problèmes et de contestations, même internes, même au niveau global, et vous avez apporté justement cette dimension de la bonne gestion, parce que le malaise paysan, c'est à partir de certain nombre de déviations du dysfonctionnement, reposant justement, et tu l'as dit dans ta présentation et dans la présentation qui a été faite de ton caractère et ton comportement, et de ce que j'en sais, je vais arriver à ça, à ce que véritablement on a essayé, vous avez fait ça, d'inclure la propreté, entre guillemets, dans les relations entre les structures d'encadrement et les bénéficiaires, donc les paysans et c'est extrêmement important. Ça, c'est donc votre génération,
votre incursion dans le fonctionnement de l'ONCAD qui a permis que ce dysfonctionnement-là qu'on ait essayé d'apporter des modifications. Encore une fois, je pense que le livre doit avoir ces contenus-là sur lesquels je crois qu'il est important qu'on mette l'accent. Enfin, autre élément, je voulais simplement rappeler qu'on a soulevé, et c'est important. Comment se fait-il qu'en 1931-32, on ait fait au Sénégal 500 000 tonnes et qu'aujourd'hui, on n'est même plus capable de faire 30 000 tonnes, 40 000 tonnes. Comment se fait-il? On l'a rappelé, on a eu des rendements. À un moment donné, je parle sous le contrôle de mon ami et confrère promotionnaire BI, les scientifiques et des choses comme ça, Ibrahima. Comment se fait-il que nous stagnons au point de vue rendement alors qu'on a des outils? Quand on a créé à partir de la SIAS les ICS, c'était pour produire localement des engrais. On l'avait réussi à un moment donné. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on soit amené à devoir importer encore de l'engrais au Sénégal? Donc c'est pour dire simplement qu'il nous appartient, à partir de ces données écrites, de véritablement accepter de nous asseoir et de faire un audit véritable de ce qui s'est passé pour ensemble pouvoir donner des modifications, des apporter des solutions qu'il faut. Cinquième élément sur lequel je voudrais également mettre l'accent, certains l'ont dit, mais peut-être qu'on n'a pas mis suffisamment l'accent dessus. La création de la Sonacos, c'est une rupture qui a été introduite dans la gestion de la filière. Les 5 huileries de l'époque, jusqu'à la création de la Sonacos en 1975, avaient une gestion opaque des résultats financiers tirés de la filière parce que simplement c'est eux qui contrôlaient, qui géraient et qui justifiaient l'exportation. On produisait, ils achetaient avec tout le mécanisme qui était prévu, ils vendaient, ils transformaient, ils vendaient, mais l'État sénégalais n'était pas en mesure de bien contrôler, savoir les résultats de la commercialisation, parce que c'était géré à l'extérieur. Et c'est pour ça que la première mission qui a été donnée à la création, à un moment où on a créé la Sonacos, c'est de dire, nous vous laissons vos unités industrielles, nous vous utilisons comme façonniers, mais nous, Sonacos, nous contrôlons l'exportation, la transformation. Nous allons signer un accord avec vous pour vous dire, nous avons tant de graines à vous donner, vous triturez, mais c'est nous qui vendons à l'extérieur. C'était une rupture assez importante, parce que ça nous a permis de contrôler dans la chaîne de valeur cette partie qui était la plus juteuse, si je puis m'exprimer ici. Donc c'était une véritable... Et eux, ils n'ont pas été dupes, parce qu'après, de 75 à 80, j'ai dit, ils ont gardé la propriété de leur usine. Nous avons pris l'exportation et en 80, constatant que véritablement, ils n'avaient plus la maîtrise, ils ont manœuvré à tel point, ils nous ont d'abord vendu à l'État sénégalais le reliquat de la propriété de leurs usines, et quelques années plus tard, ils se sont arrangés pour que, avec les accords Banque mondiale, FMI et leur pression, on a été obligé de privatiser. Et on est revenu maintenant à la situation que l'on connaît aujourd'hui. On reprivatise. Et il est important à ce niveau-là que véritablement les termes de référence de la nouvelle privatisation, nous puissions faire en sorte que, et c'est là où c'est encore important, les organisations paysannes, à travers les structures qui ont été mises en, soient présentes dans cette privatisation-là. Si je continue comme ça ne finirait pas. Mais je voulais simplement vous dire qu'il y a donc aujourd'hui une possibilité que si nous nous regroupons, si nous prenons en charge les véritables problèmes qui se posent et que nous mettions en place les mécanismes qu'il faut, il se peut aussi, avec l'aide de Dieu, que nous puissions arriver à changer les choses avec l'engagement révolutionnaire et la conscientisation. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je vais me présenter. Je suis un fils à l'auteur,
fils également est anonyme au papa à l'auteur, ici présent. Je vous remercie pour la parole qui m'a été donnée. Et dommage que mon cousin Tierno la prenne avant moi. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé parler avant lui. Maintenant, par rapport à ce qui nous a amenés ici, je remercie sincèrement le courage de l'auteur qui est mon papa, parce que c'est écrire un livre et c'est un signe de courage. C'est également une générosité, parce que c'est un partage d'expérience qu'on diffuse au public, au grand public. Moi, lire le livre, ça m'a permis de découvrir davantage mon papa, mais également, avant déjà la lecture de ce livre, parce que ce parcours que j'ai eu à lire, je l'ai vécu, voilà, parce que c'est mon papa. Par rapport les postes de responsabilité auxquels qu'il a occupé, la maison familiale était très souvent, ou pour ne pas dire tout le temps, à côté de son lieu de travail. Voilà, donc je connais son engagement, je connais cette volonté de toujours bien faire. Et ça nous a toujours, avant qu'il n'écrive déjà le livre, cet engagement, cet amour du travail bien fait, nous a toujours guidés dans notre expérience professionnelle. Voilà, je peux citer beaucoup d'anecdotes par rapport à ça. Sur le plan personnel, ça me sert dans mon travail de tous les jours. Également, il arrive également que notre épouse nous dise qu'on travaille beaucoup, il faut rentrer à la maison et tout. Mais on lui répond que, mais pourtant notre papa, nous on a vu notre papa traverser toute la nuit à travailler et le lendemain enchaîner pour aller tenir une réunion de coordination. Donc déjà avant le livre, c'est ce qu'on se disait déjà, mais en lisant le livre, on découvre également d'autres parcours, des pans de son parcours qu'on ne connaissait pas forcément, ses liens étroits et cordiaux avec son ami ici présent, tonton Dugo, qu'on appelle tonton Dugo affectueusement dans la famille. Donc, grosso modo, j'ai pris la parole en tant que fils de l'auteur pour lui rendre hommage, pour le remercier au nom de mes frères, de mon grand frère ici présent. Je m'excuse d'avoir pris la parole, peut-être que c'était à lui de le faire. De mes petits frères, de ma sœur qui n'est pas là, de l'ensemble de la famille, des autres cousins, de ma maman également, peut-être que j'aurais dû commencer par là, de mon épouse, de mes enfants, pour le remercier pour son courage, son abnégation et nos remerciements. Alhamdulillah. Je vous remercie. Merci. Vous serez peut-être surpris, je prends la parole deux fois. La première, c'est pour parler de l'auteur. Là, je vais peut-être parler de la filière. Mais avant, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que Kibili, anciennement appelé Kibili, El Hadj Ibrahima Samba Bokoum, est un sage. À travers les témoignages que nous avons recueillis ici, vous avez constaté que ce n'est pas gratuit. Bokoum est véritablement un sage. Le témoignage de son neveu, si présent, de son fils, des amis personnels et des personnes qui lui sont chères, qui ont occupé à des niveaux très élevés des postes de responsabilité dans la filière, le démontrent. Le hasard n'existe pas, on le dit. J'ai parlé tout à l'heure de notre affectation à Diourbel et moi à Bambey, lui, dans le département de Diourbel.
À cette époque, M. Bey était à Bambey. M. Sen également. Et il lui arrivait de sortir, lui, Sen, de son cadre de travail pour animer des séances, des séminaires sur les semences. C'est là où je l'ai connu. Je l'avais découvert à travers ses écrits dans un journal clandestin et je savais qu'il ne signait pas Ibrahima Sen. Il est de la police. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut produire mieux? Est-ce qu'il y a une crise de l'arachide dans ce pays? Des personnes plus vertueuses peuvent répondre à cette question. Quand je vois M. Bey à nos côtés, M. Fall à nos côtés, le doyen Hassan Masson à nos côtés et certains autres qui sont là, qui ont fait la fierté de l'agriculture dans ce pays, on peut ne pas désespérer. D'autant qu'il y a une initiative qu'il faut soutenir, qui provient d'eux et qui va certainement se voir grossir les rangs. Cela étant dit, cette année, nous avons une production record. Pour parler strictement de l'arachide, M. Lo a véritablement donné des réponses pertinentes. Ça ne sert à rien de produire beaucoup. Mais il faut, avant de produire, avoir un marché. Parce que si vous produisez sans avoir un marché, vous avez des problèmes d'écoulement. C'est des méventes. Et quand il y a deux tendances, l'offre et la demande qui sont là, si l'offre est plus importante que la demande, ceux qui ont produit l'offre se retrouvent lésés. Il y a des motifs d'espoir parce que, vous le savez, à travers la CEDEAO, il y a l'harmonisation des semences, des réglementations et les législations semencières qui ont harmonisé dans l'espace CEDEAO toutes les règles qui vont permettre la libre circulation des semences. Et l'ouverture des marchés. Le marché sénégalais n'est plus un marché réservé aux Sénégalais. C'est ouvert à l'ensemble des pays de la CEDEAO. C'est la même chose pour ces pays qui appartiennent à la CEDEAO. Ce qui veut dire que nous avons une obligation de qualité. Si nous produisons des semences de qualité, et c'est ça l'intérêt, parce qu'il nous faut aller vers une industrie semencière forte. Ibrahima l'a dit dans son intervention. Nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons le soleil, nous avons les bras. Et pour avoir eu la chance depuis 2000 de participer à toutes les rencontres semencières au niveau du SILS, de la CEDEAO et de l'UMOMA, je sais que les compétences sénégalaises ont permis de mettre en chantier ce que l'on appelle l'harmonisation dans l'espace CEDEAO. C'est vous dire que nous avons l'intelligence. Comment se fait-il que tout cela ne puisse pas être mis en harmonie pour arriver à des résultats probants? Je ne veux pas faire de politique, mais je m'interroge. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que nous ne sommes pas ici pour faire des plaidoyers, mais moi je ferai simplement un constat.
qui est qu'au sortir d'ici, avec la contribution de Ibrahima Bokoum, qui a écrit un livre, d'autres pourraient s'inspirer de ce courage pour écrire comme lui et arriver à mettre en place un dispositif qui va être un dispositif de veille pour permettre, quel que soit demain, ceux qui auront les destinées de ce pays, de ne pas dévier. Parce qu'il y aura des compétences qui seront là, qui vont veiller, qui vont dire à chaque fois, non, ce n'est pas ça, c'est ça. Même si ces compétences ne sont pas actuellement invitées à la table de concertation, même si ces compétences ne sont pas consultées, leur unité dans l'harmonie va imposer le respect et la considération de façon à ce que l'on prenne en compte les recommandations qu'ils donnent. Ibrahima, tu as encore à écrire. Écris encore. C'est important. Nous autres qui sommes là, de l'autre côté, il faudrait que l'année prochaine, quelqu'un de nous se mette là et présente un livre. Je vous remercie. Au terme de notre entretien d'aujourd'hui, que je trouve très instructif, que je trouve de très haute facture, à l'image de la qualité du livre que M. Ibrahima Samba Bokoum nous a présenté. Les interrogations que ce livre soulève, et même les interrogations qui ont permis à certains intervenants à émettre des hypothèses à exploiter, prouvent nettement que nous avons passé une matinée très très fructueuse. Fructueuse intellectuellement. Et je suis convaincu que l'invite donné par nos doyens de se retrouver autour d'eux pour approfondir avec eux leur expérience cumulée, ajoutée aux nôtres, je suis convaincu que c'est ça la voie à travers laquelle nous parviendrons à élaborer des hypothèses de solutions. Je dis bien hypothèses de solutions parce que nous ne tenons pas les solutions. Des hypothèses de solutions suffisamment crédibles et suffisamment pertinentes pour faire avancer notre agriculture et singulièrement la filière arachidière. Parce que c'est des hommes d'expérience et des hommes dotés d'expertise avérée qui ont décidé de conjuguer ensemble leurs efforts afin de sortir de l'ornière, afin qu'on cesse d'être interpellé comme, par des gens comme Ali Ndiaye qui se demandent, nous connaissons les solutions, pourquoi on ne les applique pas? Nous connaissons les problèmes, pourquoi on ne les résout pas? Alors, j'espère qu'au sortir d'aujourd'hui, se créera une dynamique qui nous permettra de répondre à cette interpellation. Tout en remerciant M. Diallo, directeur général de l'Armatan, tout en remerciant votre mobilisation, je déclare la séance levée. Je vous remercie.
C'est bien, félicitations. Bien. Et art. Parce que mais tu n'as rien dit sur ce que tu avais envoyé. Mais à tout parcelle, les routes, c'est bien, c'est déjà très bien. Et vivre. À tout le parcelle, Gracias.